C'est quand même une drôle d'histoire. Cette relation entre l'homme et l'au-delà, ça veut dire. En vérité, je crois qu'on a fabriqué Dieu dans un sens pour expliquer tout ça parce que c'était inexplicable. À un moment, il fallait bien dire comment ce monde est arrivé, comment nous sommes là, pourquoi. Enfin, il y a eu les chèvres, les vaches, il y a eu les léopards et les tigres. Il y en a moins, ça me fait mal au cœur de savoir qu'on les tue constamment. Et des animaux d'une beauté extraordinaire. Et on a le droit de les tuer, vraiment. C'est horrible. Il paraît qu'il y a ces animaux, il y a tous les ans quelque chose comme 70 différentes nouvelles espèces qui disparaissent. C'est quand même incroyable. De quel droit on a de le faire? Tout simplement parce que nous, on se croit, étant donné qu'on a une boulette là sur les épaules qui s'appelle le cerveau, qu'on a une supériorité quelconque. Eux ne font pas certaines choses que nous faisons. Ils ne font pas des guerres, des atrocités, des horreurs qu'on a tous plus ou moins vécues ce dernier siècle. Un peu plus jeune, un peu moins jeune, on l'a vu un peu plus de près ou d'autres, mais il est inimaginable de penser c'est horrible, que l'homme, qu'est-ce qu'il fait, ce que les animaux ne jamais de la vie, je veux dire. Je ne sais pas si je crois en Dieu en tant qu'une entité connue, touchable, visible, tangible, etc. Mais certainement, je ne peux pas ne pas croire que quelque chose, je ne sais pas, c'est une question constante. Qu'est-ce qui a fait tout ça? Alors, appeler ça Dieu, il fallait bien donner un nom. Je voudrais pouvoir croire vraiment dans des choses tangibles comme ça, des dieux, oui, avec lesquels on peut converser. D'ailleurs, tu sais, dans la religion juive, la conversation entre le peuple et les gens est très commune. On parle avec Dieu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haShamayim. Sois béni, toi, qui est là aux cieux. Enfin, on parle avec... c'est dans la conversation quotidienne. Alors, je ne sais pas. Est-ce que le Dieu, c'est celui qu'on porte chacun d'entre nous? Alors, il y a des millions et des milliards de dieux sur la terre. Et il y a toute la Bible qui est un livre extraordinaire, d'ailleurs, je veux dire, qui n'a presque rien à faire avec la religion. C'est un livre d'histoire humaine. On parle de l'amour, on parle même de la sexualité de l'amour. C'est vrai, c'est quand même extraordinaire, un livre de religieux. Enfin, c'est pas pour rien qu'on appelle des bibliothèques. J'ai fait de la musique depuis 90 ans. Bon, tu sais, il y avait un temps, j'ai essayé de cacher mon âge parce que, je sais pas, difficile pour attraper quelque chose, si on est un peu déjà comme ça. C'est quand même curieux, je veux dire, mais je voulais un violon à 4 ans. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, est-ce que j'ai vu un violon, j'en sais rien, mais je voulais un violon. Oh, mes parents on n'était pas riches, c'est le moins qu'on puisse dire, mais alors, pour mon 5e anniversaire, des amis, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, se sont tous cotisés et m'ont acheté un violon. Ouais. Mais je n'ai commencé vraiment à travailler ou jouer du violon vers l'âge de 6 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette année de la traversée du Styx. Oui, je ne sais pas. Entre 5 et 6 ans. Et je ne sais pas comment, qu'est-ce qui m'a commencé à vraiment, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement ce que ça veut dire. On m'a mis le violon dans la main, j'ai commencé à jouer. Mais je regarde souvent, tu sais, par exemple dans la rue, quand je vois des musiciens de rue, il y a souvent des violonistes. Bon, ils ne sont pas tous des Paganini ou des Kreisler, mais ils sont
aussi près de l'instrument qu'on pourrait l'être si on n'était pas violoniste vraiment encore et qu'on prend violon et qu'on joue. Alors, qu'est-ce qui fait que tu prends l'archet comme ça et tu prends ce violon dans la queue et tu le mets là comme ça et comment tu tiens la main? Comment tu tiens l'archet? J'apprends en regardant ces gens comment est le naturel approche à tenir l'archet. Parce qu'évidemment, tu as des professeurs, tu as des trucs, il faut tenir l'archet comme ça, comme ça, papa, papa. Mais au fait, je ne sais pas, quand tu prends quelque chose dans la main, si je te prends la main, je te prends la main. On ne m'a pas dit qu'il faut prendre ta main comme ça, ou comme ci, ou ça. Ben oui, et tu prends l'archet, et tu prends le violon. Il y a 4 cordes. C'est un mystère total. Je ne sais pas qui a inventé cette espèce de cacophonie, cette espèce de monstruosité, dans un sens, une chose complètement loufoque, coucou, enfin. Tu vois une espèce de forme un peu comme ça. Hein? Tu vois un morceau de bois noir qui est au-dessus, là. Tu as 2 trous de F. Je ne sais pas pourquoi le F, bon, dans quelle langue ça peut commencer. C'est complètement loufoque, je veux dire, il n'y a rien de logique quelque part. Alors, justement, s'il n'y a pas de logique dans cela, pourquoi on se rassure avec des formes, avec des préjugés, avec des dogmes, avec des... Ça c'est bon et ça c'est pas bon. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui... en vérité, la musique devrait, avec le violon, être que si un enfant de 3 ans prend un violon et commence à faire, c'est ça la musique. Écoute, moi je ne suis pas un messager, je ne suis pas un massager non plus, mais peut-être que quelque chose d'autre m'a utilisé comme instrument pour passer quelque chose dont je ne sais pas exactement ni le début ni la fin. Quand on dit le bout, l'aboutissement, bon. Et je préfère dans un sens que ça soit peut-être comme ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire savoir on est là pour faire un message un peu prétentieux. Enfin, bon, je viens d'un peuple où il y avait des prophètes, oui, mais ils prophétisaient des choses qu'ils ne savaient pas. Pas ce qu'ils savaient. Ils n'étaient pas là, quoi. Ils ne savaient pas qu'ils étaient prophètes, peut-être. Et, euh, et je ne sais pas si Beethoven savait qu'il était Beethoven, vraiment. Je crois qu'à un moment ou un autre, il a dû le savoir, il en a souffert. Il a eu une vie terrible, dans un sens. Il a eu des moments extraordinaires, évidemment. Et quand on pense à ces petites merveilles qui s'appelaient Wolfgang Amadeus von Mozart, et le seul équivalent au XXe siècle, un peu, pas dans le même, comment dirais-je, universalité, c'était Yehudi Menuhin, qui était le enfant prodige du siècle, et qui finalement a payé cher de sa vie. À ça, moi j'ai connu Yehudi, même bien, oui, vraiment. On était, c'est un peu peut-être se dire, on était amis. Oui, mais on était. Bon, écoute. Un jour, je me suis trouvé tout seul avec lui par hasard, comme ça. J'étais dans une croisière musicale, dans sa cabine, parce qu'il était en train de sortir son violon. Et il me disait, moi, à quel point je t'envie, toi. Oui, je ne me rappelle pas exactement les mots, mais il croyait que moi, j'étais très libre, comme ça, et que lui, depuis son enfance, il a été Yehudi Ben.
Menuhin, c'est une drôle de... En plus, on l'appelait Yehudi. Tu sais ce que ça veut dire, Yehudi? Tu ne sais pas ce que ça veut dire, Yehudi, en hébreu? Ça veut dire juif. Tu ne le savais pas, ça? C'est extraordinaire. Ses parents l'ont appelé Yehudi. Ce n'est pas un nom qu'on appelle communément. Ivri, en vérité, ça veut dire hébreu aussi. Mais c'est moi qui me suis donné ce nom-là pendant la guerre. Parce qu'on était en Angleterre, on attendait les Allemands. Et moi, je m'appelais Yitzhak Meir. Yitzhak, c'est Isaac. Yitzhak était le fils d'Abraham dans la Bible. Alors, je m'appelle Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire celui qui va rire. Parce que lorsque sa mère... Mais tu sais l'histoire? Lorsque sa mère, qui avait... Enfin, comment s'appelait Sarah, oui, la femme d'Abraham. Il y a un ange qui était venu lui dire, Sarah, il avait 90 ans. Et il a dit, écoute, Sarah, tu vas avoir un bébé. Il a dit, tu te fous de ma gueule, elle a rigolé. Elle a éclaté de rire. Puis elle a eu le bébé, et ben, elle l'appelait Yitzhak, c'est lui qui va rire. Alors ben, je m'appelais Isaac. Alors tout le monde me disait, si les Allemands arrivent, ils te demandent comment tu t'appelles. Et tu dis Isaac. Tu es tout de suite... moi, je dis, je ne baisserai jamais ma tête à ces bandits. Mais un jour, j'étais dans la plus petite chambre de la pièce de la maison, et c'est là qu'on pense le plus, peut-être. Et je pensais, si je change, il faudrait que ce soit les mêmes initiales et un nom hébreu. Et je suis sorti, tu vois, j'ai dit tout d'un coup, Ivri. Ivri, ça veut dire hébreu. Et en plus de ça, qu'on a été forcé de quitter Paris 2 jours avant les Allemands, on est allé d'abord à Saint-Jean-de-Luz parce que Jacques Thibault était là et a dit qu'on vienne. Mais les Allemands nous ont tellement aimés qu'ils sont venus après nous. Et finalement, on a quitté avec le dernier bateau qui a quitté Bayonne pour aller en Angleterre. Il faisait un temps absolument extraordinaire. Les Allemands appelaient ça Hitlerwetter. C'était le temps de Hitler, parce qu'il faisait beau, le temps pourrait rouler sans... Alors j'ai choisi, et en plus, bon, on a quitté, il y a à Paris, il y a une partie de Paris qui s'appelle Ivry-sur-Seine. D'ailleurs, j'ai voulu toujours savoir d'où viennent ça ici. Il y a, à côté, il y a Villejuif. Et à côté, il y a Ivry. Alors, je me demande ça. Mais alors, comme on a dû quitter, et c'était une manière pour moi de la tristesse du fait que avoir quitté Paris et cette ville tellement, et qui est tombée comme un château de cartes. Alors, je me suis appelé Ivry aussi. Avant la guerre, quand j'étais à Paris, bon, je suis venu à Paris à l'âge de 13 ans et demi. C'était au début des années 30, enfin 33, 34. Et on a quitté Paris en juin ou quelque chose de 40, c'est-à-dire juste après l'invasion. Et on a quitté avec le dernier bateau, comme je disais, de Bayonne. J'ai connu Paris comme enfant, plus ou moins. Je suis revenu à Paris la première fois, c'est drôle, vraiment, peu de temps après la guerre. C'est très curieux, j'y pense souvent. L'image, le sentiment. Il y avait, je crois, le premier concours Jacques Thibault, en 46 ou 47 ou comme ça. Et je voulais y participer, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une excuse pour aller à Paris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr que j'ai participé vraiment, parce que je ne sais pas. Non, j'ai participé plus tard, oui. Tu sais, c'est comme si on venait presque étant fantôme soi-même. Tu es là, mais tu n'es pas toi, vraiment. Tu es une image de quelque chose qui pourrait être toi, mais enfin, qui fantôme. Et c'était comme ça que j'ai retrouvé Paris la première fois. Il faisait assez froid déjà, c'était en octobre.
C'était des gens de la famille de Thibault, d'ailleurs, qui m'ont hébergé. Très, très étrange. Je ne peux pas décrire quoi. C'était comme revenir dans un endroit fantomatique. J'ai passé une grande partie, sinon la plus grande partie de ma vie à Paris, finalement. Euh, Venant d'un peuple qui, pendant 2000 ans, a pu continuer à exister sans terre sous ses pieds. Et, et moi, je suis né dans cette terre, en Israël. Et j'ai été exilé. Je me suis, bon, par les circonstances des choses, je suis venu étudier ici, puis la guerre est arrivée, puis on ne pouvait pas rentrer, puis j'ai pu... Et les choses... c'est peut-être aussi bien comme ça, en vérité. On appelle ça en hébreu Gilgulim, ça veut dire comme... euh, si tu tombais d'une une colline et tu dégringolais comme ça, Paris. Moi, j'oublie jamais cette scène du général de Gaulle. Ça me donne des frissons dans le dos, vraiment. Qui revient à Paris, qui dit Paris, brisé, Paris, je sais pas, bon, etc. Mais Paris. Et ça me fait. J'ai le frisson dans le dos, oui. Je pense que lorsque Martha Argerich arrive sur scène, c'est l'enfant en elle qui ne vieillira jamais. Et qui aujourd'hui, évidemment, avec la technique, fait que même quand on n'est plus là, bon, il y a des disques, il y a des vidéos, etc. Mais c'est pas la même chose, évidemment. Et c'est tellement pas la même chose que malheureusement, c'est devenu la même chose et que les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aller quelquefois au concert, mais qu'il leur suffit d'avoir le vidéo à la maison et le disque. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'abord parce que lorsque tu écoutes un disque, tu peux l'entendre 100 fois. Toi, tu peux changer en l'écoutant, mais le disque, non. Alors, évidemment, c'est intéressant dans le fait que tu peux l'entendre différemment chaque fois. Ça, c'est possible. Mais ce qu'il y a qu'une exécution vive, live, euh, bon, ce qu'on appelle live. D'ailleurs, on dit ça, live, vivant. Ça veut dire qu'il y a tous les risques. Il peut y avoir des accidents. Écoute, moi, j'ai quand même, bon, j'ai eu dans ma longue vie, pardon, bon, j'ai eu la chance, oui, d'entendre des artistes extraordinaires. J'ai eu une mère qui était assez intelligente et sensible et qui m'amenait à écouter des artistes Kreisler, Casals, Thibault, Rubinstein, Cortot, qui a mal tourné plus tard, mais enfin bon. Et, euh, et Horowitz, moi je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu Horowitz, j'étais plutôt déçu, j'étais assez jeune d'ailleurs, parce que, bon, il était formidable pianiste, mais j'ai beaucoup aimé plus tard, oui. Et j'étais déçu parce que, je ne sais pas, c'était trop... Mais il était formidable. Le phrasé de lui. Voilà, le phrasé de ces artistes-là n'était pas appris. C'est peut-être leurs professeurs qui ont appris quelque chose. Tu comprends? Oui, et j'ai eu la chance, oui, d'écouter, aussi de travailler avec quelques artistes formidables. J'ai travaillé, je ne sais pas pourquoi on dit ça, travailler, mais j'ai vécu, c'est quelque chose, avec des artistes comme Jacques Thibault, qui, j'ai passé l'été, par exemple, à Saint-Jean-de-Luz, où Jacques Thibault avait une villa, la villa Zorzico, je crois que ça s'appelait. Et j'arrivais à la leçon autour de 11 heures du matin, et on attendait le maître. Bon, et le maître arrivait avec une robe de chambre un peu dépinaillée, pas beaucoup mieux que ça. Et un peu de son cigarette qui lui pendait de la bouche. Et peut-être un petit odeur de, je sais pas, un petit whisky, peut-être. C'est normal.
Et la leçon, c'est que quelquefois il prenait son violon et il jouait quelque chose comme ça, juste une phrase, un petit parlando, comme ça. Les gens parlaient avec le violon. C'était pas la mécanique. C'était pas de la mécanique, quoi. C'était de la mécanique du cœur.